Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. 45 minutes chaque semaine en tête-à-tête avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Émilie Marche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2015. Vous êtes également co-responsable de la France Insoumise en Isère. C'est la première fois que vous venez dans l'émission politique de Télé Grenoble. On va donc faire un peu mieux connaissance avec vous avant d'aborder l'actualité du moment. Vous avez 37 ans. Alors vous êtes née aux États-Unis, ça c'est pas banal pour une élue française. Oui, je suis née à Washington DC en fait, parce que mes parents en fait faisaient leur post-doctorat là-bas et en fait j'y suis partie à l'âge de 4 mois, mais comme on est né sur le territoire américain, on est américaine, donc j'ai la double nationalité française et américaine. C'est la magie du droit du sol. Est-ce que vous votez aux élections américaines par exemple? Oui, j'ai voté notamment aux primaires, aux 2 dernières primaires démocrates. Très bien. Vous avez fait des études de sociologie et de journalisme en France Oui, en France. De ces domaines qui ne sont pas très éloignés de la politique. Non, pas du tout. Militante de longue date au niveau politique. Vous avez été d'abord conseillère municipale de la commune d'Échirolles il y a quelques années. Oui, j'ai été conseillère municipale durant le mandat 2014-2020 et j'ai commencé mon engagement en politique, à militer en 2012. Après, je fais partie, comme beaucoup de cette génération, à être née dans l'engagement au niveau des mobilisations du CPE, qui a été une grande dernière victoire au niveau du camp social. Mais oui, j'ai commencé à militer en politique pendant la campagne de 2012. Tout de suite à la France Insoumise? Alors là, à l'époque, la France Insoumise n'existait pas. Donc c'était au niveau du parti de gauche et auquel je suis toujours militante et à la direction, et du Front de gauche pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon était un de vos mentors, on peut dire ça, pour vous lancer dans le militantisme politique? Disons que oui, ce qui m'a fait bouger de regarder la télé, de regarder la politique à la télé et de m'énerver et d'y aller en engagement, oui, c'est un de ces discours. Alors, c'est pas le discours de 2012 qu'on retient le plus, c'est le discours de Belfort. Alors, souvent, quand je le dis, c'était quoi ce discours? C'était à l'époque où, en fait, tout le long du discours, il parlait de l'importance de l'enseignement professionnel, du bac professionnel, et comme quoi il fallait aller jusqu'à l'école et les études, et que tous les métiers étaient techniques et qu'il n'y avait pas de métier sans savoir-faire. Et ça m'a beaucoup plu que la gauche revienne sur ces thèmes-là. Et donc, du coup, après, il y avait toute la suite du programme, et donc je me suis engagée. Il ne vient pas souvent à Grenoble, Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai retrouvé des images d'une de ses dernières venues, peut-être la dernière, c'était en 2017, pour soutenir les salariés de General Electric qui étaient menacés de fermeture. Vous êtes d'ailleurs avec lui sur l'estrade. Qu'est-ce qui vous plaît dans le personnage, au-delà de ses idées? Son style vous convainc, le côté parfois excessif qui s'accentue, j'ai l'impression, d'année en année? Non, il n'y a pas un style excessif Après, Jean-Luc Mélenchon fait partie, et même tous ses opposants politiques le reconnaissent, d'un très grand orateur politique qui a une très grande culture et aussi qui arrive à capter, on l'a vu dans les 2 campagnes, à imposer des idées, et aussi grâce à lui, la gauche existe toujours. La gauche sociale, écologique, la gauche du peuple, la gauche qui a envie que les conquis sociaux, on en ait de plus en plus et on les préserve, et on en a besoin. Et Jean-Luc Mélenchon, par ça, est un formidable porte-parole, et heureusement qu'il a été là, parce que sinon, dans quel état serait la gauche? On peut le voir malheureusement dans d'autres pays européens on en est... Mais il n'aurait pas y gagné en gardant le même fond sur la forme, peut-être moins agressif, moins clivant. Dans le dernier baromètre politique publié il y a quelques jours, il est la personnalité politique la moins aimée en France, derrière Éric Zemmour. Donc, c'est pas quand on fait de la politique, on a besoin aussi de fédérer un maximum de voix, et la forme joue parfois autant que le fond. Déjà, il a fait plus de 20% à l'élection présidentielle. Donc, c'est quand même... on a échoué de peu au second tour. Donc, c'est quand même une belle fédération. Et des fois, oui, ça peut nous arriver d'être excessif parce qu'on est en colère. En fait, on est en colère. Face à l'injustice sociale, on est en colère quand on voit qu'on a les 1% les plus riches qui gagnent de plus en plus, et qu'on voit qu'on a près de 10 millions de pauvres. Bah oui, ça met en colère, et que des fois, les mots, ils sont durs parce qu'actuellement aussi, la société est dure.
Alors, je remonterai les images de sa venue en 2017. Je pense que ça ne vous a pas échappé parce que vous étiez sur l'estrade. Il y avait Éric Piolle, mais également Andrea Cotarac, qui, à l'époque, on le voit juste à côté de vous, derrière Jean-Luc Mélenchon, était conseiller régional pour la France Insoumise. Il siégeait dans votre groupe à Lyon, à la région. Andrea Cotarac, qui depuis est passé de l'autre côté, au Rassemblement national. Quand on siège comme ça avec un militant, un élu de votre génération pendant des années, et qu'il y a un changement aussi radical, comment vous avez vécu cet épisode ? Ça a été, je l'ai confié récemment dans une interview portrait au Dauphiné Libéré, le pire moment de ma vie en politique, et j'espère que j'en aurai jamais un autre à vivre encore pire, et que je le souhaite même pas à mes opposants politiques de vivre un tel moment. On se sent trahi, meurtri, voilà, puisque le Rassemblement national est aussi tout ce qu'on déteste, tout ce qu'on rejette et tout ce qui est à l'opposé. Moi, ma première manifestation, comme beaucoup de monde de ma génération, j'avais 16 ans et c'était voter escroc mais pas facho en 2002. Voilà. Vous le croisez encore forcément puisqu'il est conseiller régional comme vous. Il y a toujours des relations Aucune. Eu égard aux années que vous avez passées ensemble. Aucune. Aucune. Bon. Et avec Olivier Véran, qui a été sur votre liste, ou vous étiez sur la sienne, enfin, en tout cas vous étiez ensemble au second tour. En 2015 au second tour, mais vous avez été élu sur une liste commune lors de votre premier mandat de conseiller régional. C'est quelqu'un avec lequel vous avez toujours des relations ? Non. De toute façon, il me semble qu'il est assez occupé en tant que porte-parole du gouvernement. Oui. Et il devrait plus. Puis je pense qu'il a besoin encore plus d'occupation pour pas dire des bêtises et essayer dans les relations au niveau du porte-parole du gouvernement aussi d'arrêter de dire des fake news. Donc je vais le laisser amplement dans son rôle et qu'il le fasse bien. Je pense qu'il a déjà beaucoup à faire. Alors, à la région, vous êtes la seule iséroise conseillère régionale pour la France insoumise. Alors, je dis iséroise, mais bizarrement, vous êtes présentée au scrutin 2021 dans le Rhône. Dans la métropole de Lyon, second tour. Ah oui, alors ça, c'est étonnant. Non, c'est la joie. C'est la joie des nuits de négociation entre fusion entre trois listes pour retrouver le nombre d'élus et que tout on se retrouve. Après, quand on est conseillère régionale, on est élu sur l'ensemble de la région. Et moi, je défie quiconque, n'importe quel journaliste, d'aller faire un micro-trottoir et que si une personne s'est mentionné 5 élus régionaux et 3 élus départementaux, on sera bien. Donc voilà, c'est vraiment des choses extrêmement techniques. Il y a pas assez de place sur la liste iséroise, c'est ça, pour vous il y a eu l'élection. Oui, il y a eu une histoire puis aussi au niveau de la parité, tout ça. Bref, et que en fait tout le monde se retrouve. Mais ça a été une nuit, très agitée, la nuit de négociation entre les 3 listes. Voilà, comme toute nuit de négociation. Il y avait les écologistes à côté, les socialistes, et puis la France insoumise. Avec les communistes, c'est vrai. On était avec les communistes. C'est une bizarrerie régionale parce qu'on ne peut pas dire que la fusion de partis... Si, c'était pareil en Ile-de-France. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas une grande harmonie entre le PC et la France insoumise dans pas mal de domaines. Ça dépend des échelons. Oui, effectivement. Vous êtes co-responsable, je disais, de la France insoumise ici en Isère. Alors, c'est un parti un peu différent des autres. D'ailleurs, le terme parti n'est pas adapté à ce mouvement. Non, on est un mouvement. Après, au niveau de l'Isère, il n'y a pas de co-responsable. On a vu au niveau. Après, il y a... on a un groupe au niveau du département qui pilote, où il y a les co-animateurs des groupes d'action, les élus régionaux, donc moi, et aussi les parlementaires, dont Élisa Martin. Et donc, à partir de ça, on s'organise. Mais oui, nous ne sommes pas un parti traditionnel dans le sens où il ne faut pas une carte d'adhésion et payer une cotisation pour être membre. Il faut cliquer et dire qu'on se reconnaît dans les valeurs de la France insoumise et de notre programme qui est l'avenir en commun. C'est une nouvelle façon, de faire la politique, parce que de toute façon, on se rend compte de quoi ? On se rend compte quand même que dans les partis politiques, il y a de moins en moins d'adhérents. Enfin voilà, on le voit sur l'ensemble. Il y a eu différents congrès de différents partis politiques. On ne peut pas dire qu'il y a une augmentation en termes de nombre. Donc il y a un besoin d'avoir une réflexion sur comment on fait pour attirer plus de monde et pour vouloir militer. Donc on essaye avec cette façon-là, qui a eu une certaine réussite. On l'a vu pendant les 2 élections, notamment présidentielles, où nous avons eu aussi beaucoup de militants.
Vous avez évalué combien de militants ont cliqué en Isère pour rejoindre Non, la France ça, on Insoumise? n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas les chiffres quand même. Alors, vous avez également des responsabilités au niveau national de la France Insoumise. Dans quel domaine? Alors, je suis co-animatrice du livret transport. J'ai fait partie de sa rédaction pendant la campagne et répondu à bon nombre d'interviews, de questionnaires et de sollicitations dans le domaine et le secteur des transports. Est-ce que vous êtes en accord avec la mise en place de la nouvelle direction du mouvement? C'est le député Emmanuel Bompard qui a pris le poste alors de coordinateur, puisqu'il n'y a pas de président, qui était occupé d'ailleurs par Adrien Quatennens avant lui. C'est une réorganisation qui a eu pour conséquence la mise à l'écart, on va dire, de la plupart des figures médiatiques du parti, François Ruffin, Clémentine Autain, Raquel Garrido ou Alexis Corbière, qui sont les plus connus derrière Jean-Luc Mélenchon. Ça peut paraître surprenant vu de l'extérieur. Vous qui êtes à l'intérieur, comment vous analysez ce petit ménage? Moi, pour tout vous dire, j'ai pas. Vous savez, quand on est militant et quand on n'est pas sur Paris, il y en a beaucoup qui vous le diront dans tous les partis. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, qu'on voit arriver de loin, y compris à la France Insoumise. Moi, pour le moment, j'attends de voir. Ça vous a pas surpris de voir toutes ces figures écartées? Si, évidemment, ça m'a surpris et qu'elles auraient leur place. Je pense notamment, François Ruffin qui avait envie de s'investir, a aussi Raquel Garrido, Alexis Corbière qui avait envie, et Clémentine Autain. Après. Moi, il y a eu cette décision qui a été prise. Moi, j'attends de voir. Attendons de voir dans un an si aussi les demandes, parce que c'est vrai qu'il y a des demandes au niveau de la... que les militants puissent prendre plus de part, qu'il y ait des décisions des fois qui soient prises par la base soient faites. J'attends de voir. Bon, faut savoir laisser sa chance aussi. Oui, mais bon. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi une petite stratégie de Jean-Luc Mélenchon de faire un peu le ménage dans ceux qui pourraient lui faire de l'ombre pour être le candidat en 2027 pour la France Insoumise? Franchement, on est tellement loin de 2027, et vous savez, moi, oui, mais ça se prépare quelques années en avant. Il a de l'expérience, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais il peut s'en arriver des choses. Et puis honnêtement, parler déjà de l'élection présidentielle, alors que bon, on a quand même d'autres élections qui vont arriver d'avant et d'autres batailles. On en est quand même encore très loin. Et je veux pas qu'on devienne un pays comme aux États-Unis où on passe d'élection présidentielle en élection présidentielle. Voilà. Passons étape par étape. Menons les batailles qu'on a à mener. En ce moment, on en a quand même de belles. Bon, il pourrait être candidat quand même pour une 4e fois, Jean-Luc Mélenchon. C'est à lui de décider de voir. Bon, c'est pas exclu. Moi, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne peux pas savoir. Non, vous connaissez son âge. Il aura 76 ans, plus de 80 à la fin d'un hypothétique mandat s'il était élu. Bon, on est bien au-delà de l'âge légal de la retraite dont on va parler. Oui, mais après, quand c'est un choix. D'accord. C'est pas imposé. On lui impose pas. C'est un choix personnel. Alors, LFI est un parti, un mouvement un peu particulier, vous l'avez dit, qui compte aussi peu d'élus sur le territoire isérois. Je disais que vous étiez la seule conseillère régionale. Il y a une députée maintenant, Elisa Martin, 2 conseillers départementaux, quelques adjoints au maire. Mais bon, c'est pas énorme pour un parti qui veut représenter la gauche. C'est dû à quoi ce manque d'ancrage territorial? C'est dû aussi qu'on a eu quand même des élections municipales très particulières. Pendant le Covid, que aussi les élections municipales, c'est pas le même scrutin et l'engagement au niveau qu'une élection présidentielle, c'est pas le même nombre de candidats, et que aussi on le voit sur les élections municipales, le vote n'est pas le même. C'est-à-dire que, surtout dans les communes les plus petites, souvent on aime bien le maire, il est sympa, il fait des bonnes choses, et donc on va voter pour lui. Et puis après, on était dans des logiques de liste et d'alliance par rapport à nos qui respectaient nos idées et nos valeurs. Et voilà. Et puis ça se construit. D'avoir des élus locaux, ça prend du temps, et on le voit bien par rapport aux autres partis qui sont beaucoup plus anciens. Vous faites partie, vous, la France Insoumise, de la majorité municipale à Grenoble depuis 2014. En tout cas, le mouvement a d'autres moyens de se faire entendre que d'avoir des porte-paroles élus sur le terrain, et en première ligne depuis des semaines contre la réforme des retraites. Alors, après une séquence très mouvementée à l'Assemblée nationale, le texte est en ce moment étudié
par les sénateurs, dans une ambiance un peu plus calme, même s'il y a quand même quelques frictions aussi au Sénat finalement. Ah bah disons que là, de la nuit de mardi à mercredi, avec cette mandature, quand même, on découvre des articles. Donc, on a découvert l'article 38 du règlement intérieur du Sénat. Du Sénat. Non, mais ça permet de faire de l'éducation et d'apprendre des choses. Et il y a quand même eu, par rapport à l'habitude du Sénat, ça a été quand même assez houleux et quand même avec une tentative que cette discussion sur l'article 7, quand on y arrive, donc l'article 7 qui est le fameux article de report à 64 ans, et là il y a une envie de museler parce que du coup on a réduit le temps de parole des sénateurs au niveau des amendements et que le débat se fasse. Après on a retiré 3000 amendements en faisant un et en n'acceptant pas les sous-amendements. Et donc, en fait, le débat n'aura pas eu lieu de façon hachée sur l'article 7, qui est extrêmement dommageable au vu des enjeux et au vu aussi de la mobilisation qu'il y a et qui est complètement croissante. Et on voit que les Français ne veulent pas de cette réforme. Donc, la moindre des choses quand on est représentant de la nation, c'est d'accepter le débat et de le faire. Alors, effectivement, ça s'est passé cette semaine au Sénat. Mais c'est étonnant que vous me disiez ça parce qu'à l'Assemblée nationale, quelques jours avant, c'est vos collègues de la France Insoumise qui ont tout fait avec des milliers et des milliers d'amendements pour que justement le débat de fond n'ait pas lieu et qu'on reste, on va dire, sur l'écume et sur des échanges de noms d'oiseaux entre les différents camps de l'Assemblée nationale. Alors, il faudrait débattre au Sénat et pas à l'Assemblée ? Ah non, c'est pas du tout ce que je disais. Mais déjà, on a un gros problème avec le calendrier qui est quand même imposé par le gouvernement. Et ça, tout le monde le dit sur l'hémicycle, sauf le groupe des macronistes Renaissance, y compris, on a entendu la droite sénatoriale. C'est qu'on peut pas faire un débat en réforme des retraites en limitant à 15 jours le débat à l'Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat, y compris qu'à l'Assemblée nationale. La majorité relative macroniste a refusé qu'il y ait le temps du week-end comme au Sénat. Non, là, au Sénat, il y avait beaucoup plus d'amendements, certes, à l'Assemblée nationale, mais là, au Sénat, on arrivait à l'article 7 et au moment de la discussion de l'article 7, on sort l'article 38 du règlement du Sénat, qui n'a d'ailleurs jamais utilisé auparavant et qui restreint le nombre de temps de parole et après, on réduit le nombre d'amendements. Donc là, c'est pour le coup, au moment où on arrive à cette discussion, on voit bien que du côté de ceux qui sont plutôt pour au niveau de l'article 7 et que l'âge légal de la retraite soit à 64 ans, qu'il n'y ait pas ce débat-là. Ça a été quand même, il suffit de regarder les débats ou d'entendre. Ça a été une volonté. Ils ont attendu alors qu'auparavant, ça avançait, puisqu'en 3 jours, ils en étaient arrivés à l'article 7, ce qui n'a pas été fait au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on voit bien que quand on est parlementaire de gauche et qu'on est contre et qu'on joue avec les règles du jeu et qu'on avance, et ben, au moment où on arrive à l'article fatidique, on nous muselle. Effectivement, à l'Assemblée nationale, on était resté à l'article 2. Il y a quand même de la tactique politique dans les deux camps, au-delà même de privilégier l'intérêt des Français, on se dit tiens, on va essayer de les embêter là-dessus, et puis inversement, le Sénat renvoie la balle. C'est pas forcément des pratiques politiques que le grand public cautionne. Non, mais après, il y a débat, et moi je trouve ça extrêmement dommage qu'on a restreint et tout ça, parce que... Mais même sur les 15 jours, il n'y a pas eu de volonté de la France Insoumise d'aborder au moins quelques points de ce débat. On en a abordé dans les amendements. Juste un article. Non, mais dans tous les amendements, y compris le débat de fond, et on a pu le voir aussi repris par les sénateurs sur la question du financement. C'est-à-dire que c'est une question de répartition des richesses. En fait, il y a, comme le révèle le rapport Oxfam, si on fait une taxe de 2% des super profits, 2%, on finance notre système des retraites. Sachant que ces personnes-là, quand on parle de super profit, c'est 1% de la population, qui, depuis 2020, a augmenté leur fortune de 58%. Je ne pense pas que votre fortune, elle a augmenté de 58% depuis 2020, non. Je ne pense pas que l'ensemble des téléspectateurs aient leur fortune qui a augmenté de 58%. Et je pense qu'ils peuvent avoir une taxe de 2%, ils pourront vivre encore très tranquillement et avoir largement de quoi assez pour vivre. Donc en fait, c'est ce débat-là, mais on en a proposé plein. Par exemple aussi cette semaine, vu qu'on est dans la semaine du 8 mars, on a proposé que les femmes gagnent autant que les hommes. Alors ça peut paraître, parce qu'une femme gagne moins qu'un homme, et ben en fait, que les femmes
gagnent autant que les hommes, du coup, ça augmente leur salaire, ça augmente aussi leur cotisation sociale, donc ça augmente de pouvoir financer le régime des retraites. Et c'est quand même une égalité qui devrait quand même depuis des années être faite. Donc en fait, oui, non, on avait des propositions, mais elles ont été complètement balayées. Alors c'est le cas dans la fonction publique, il n'y a pas de différence de sexe. Oui, mais dans le privé. Mais dans le secteur privé, effectivement, chaque entreprise peut rémunérer un salarié sur différents critères, que ce soit des critères de genre ou autres, et ça crée les décalages que vous évoquez. En tout cas, vous n'êtes pas les seuls à la France insoumise à être remontés contre ce projet de réforme et ce report de l'âge de départ à 64 ans. Il y avait beaucoup de monde encore cette semaine dans les rues pour manifester. C'était le fameux blocage annoncé pour le mardi 7 mars. Quel bilan vous tirez de cette mobilisation, la 6e depuis le début du conflit? L'acte 6. L'acte 6. Et pour cet acte 6, il y avait encore plus de monde que la dernière fois. Donc c'est bien, on a battu le record du nombre de manifestants. Donc ce qui prouve quand même que on est à l'acte 6 et ça s'amplifie. Donc il y a bien une colère. Moi, de ce que je vois dans les manifestations que je fais à Grenoble, c'est qu'on a aussi beaucoup de jeunes, mais aussi beaucoup de personnes qui n'avaient pas, et beaucoup de secteurs qui n'avaient pas l'habitude de manifester et qui disent là, c'est trop. C'est trop parce que, en fait, eux, on est quand même à plusieurs réformes des retraites. Moi, depuis que j'ai 16 ans, on a eu les 40 ans d'annuité, puis 62 ans, puis la réforme Touraine, puis 64 ans. Et en fait, on voit bien, les gens voient les conséquences des précédentes, c'est-à-dire que les corps, ils sont fatigués, ils sont usés, on entend beaucoup de personnes, mais comment je vais faire? Mon métier est pénible, parce que tout métier a une part de pénibilité, certains beaucoup plus que d'autres, et qu'en fait, ils y arriveront pas. Puis il y a la colère, et aussi ce que je retiens, c'est qu'il y a du monde à Grenoble, mais il y a du monde aussi dans les autres villes, et on a des manifestations dans des villes où on n'a pas l'habitude. Il y avait du monde à Bourgoin, il y avait du monde à Saint-Marcellin, il y avait du monde à Vienne, il y avait eu des manifestations à Visil. Donc, en fait, il y a du monde de partout et aussi dans les communes où ça s'organise. Et d'habitude, il n'y a pas de manifestation. Donc, ce qui prouve que les Français s'intéressent au niveau de la réforme, mais sont contre. Donc, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement entende, parce que la colère monte, et que là, la colère monte en disant « mais nous, on dit qu'on n'est pas d'accord, on fait des manifestations qui se passent bien, parce que ça se passe bien, tout le monde le reconnaît, mais on n'est pas entendu ». Donc oui, là, on arrive à une situation où, vu que manifester, ça suffit pas, il y a les journées de grève qui s'enclenchent et qui sont parties pour durer. Justement, comment vous le voyez évoluer ce conflit? À Grenoble, il y avait 20 500 manifestants, selon la police, 53 000 selon les organisateurs. Mais quoi qu'il en soit, il y avait plus de monde que lors de l'acte 1, notamment, qui avait été très, très mobilisateur. Pour autant, les manifestations se succèdent, vous le dites. Le gouvernement n'a pas l'impression qu'il a envie de prendre en compte cette contestation. C'est quoi la suite? On ne va pas faire des manifestations comme ça jusqu'au mois de juin? Bah si. Si. Pensez que les Français vont pas s'épuiser, les manifestants vont être aussi nombreux au fur et à mesure? Moi, je ne vois pas le soufflet retomber, comme on dit en cuisine. Non, mais c'est en fait, il y a une réelle colère et les gens n'en peuvent plus. Et les gens le sentent qu'en fait, 64 ans, ils n'y arriveront pas. Et qu'en plus, la réforme est profondément injuste, encore plus pour les femmes. Et en plus, leurs conditions de travail se dégradent. Donc non. Et puis ils savent aussi, en plus, et ça a été relevé dans les débats parlementaires, que c'est le début. C'est-à-dire qu'on sait qu'après, ils veulent revenir sur la réforme de 2019. C'est qu'on commence par ça. On sait comment ça vient, les réformes. Et puis après, il y a la suite. Donc c'est mettre un non et un stop tout de suite. Un compromis à 63 ans, par exemple, ce serait acceptable pour vous? Ah non.
Non, il faut déjà le compromis qui serait bien, ça serait de revenir à 60 ans et c'est finançable. Mais non, ce n'est pas pas. Mais il y a des métiers où juste ce n'est pas possible. Les gens, ils en peuvent plus, ils sont arrêtés avant. Et il y a aussi le problème des entreprises, parce que les entreprises, à partir de 55 ans, elles mettent au placard ou elles licencient. On a bien vu dans les dernières dans les conséquences des dernières réformes à la retraite, c'est que on a vu connaître le chômage des seniors qui avant n'existait pas. Donc non, c'est pour nous la retraite, c'est 60 ans. Voilà, on est resté au programme commun, quoi. Et c'était un bel âge. Et puis il faut savoir aussi après profiter de la vie et du temps qui nous reste après avoir travaillé toute une partie de sa vie. Ça, j'ai envie de dire que tout le monde est d'accord avec ça, qu'on soit de droite ou de gauche, mais les porteurs de la réforme avancent un argument économique. On vit plus longtemps, on travaille moins et il faut forcément que le système s'auto-équilibre. Oui, c'est comme le chiffre des actifs qu'on a vu et entendu. La chose, par contre, qu'ils ne disent jamais, pourtant ils aiment bien le en même temps, mais ils disent pas, mais que en même temps, les gains de productivité ont explosé. Ils ont été multipliés par 3,2. Où est passé ce gain de productivité? Où est passée cette richesse? Elle n'est pas passée dans les pensions de retraite, parce qu'on en a aussi des manifestations de retraités qui disent qu'ils n'en peuvent plus. Elles ne sont pas parties dans les augmentations de salaire depuis les années 80. Ça se serait, et je pense que les téléspectateurs... Donc elles sont parties où? Elles sont parties dans le capital. En fait, juste à un moment donné, c'est rééquilibré. On a augmenté les gains de productivité de 3,2, donc on peut très bien financer. Et comme je l'ai dit juste avant, juste en mettant une taxe de 2% sur les super profits, on équilibre le système des retraites. L'égalité salariale femmes-hommes, c'est 6 milliards. Donc en fait, on a largement de quoi financer le système de retraite actuel. Et même le mettre à 60 ans. Les 2%, c'est pas si simple, parce qu'une entreprise comme Total, qui incarne ses super profits, elle ne les fait pas qu'en France, ces profits. Et vous qui êtes américaine également, je ne suis pas sûr que la partie américaine des profits de Total soit d'accord pour reverser 2% à l'État français. Détrompez-vous, parce qu'en fait, quand on est américain, en fait, il y a les États-Unis, dans leur constitution, il y a les articles de 1776 qui sont très ancrés, dont le droit du sol. Il y a aussi que tout Américain est redevable devant l'impôt, peu importe là où il habite. Et donc, en fait, il y a un impôt qui s'appelle la FACTA. Et donc, en 2014, ils ont fait un accord avec plusieurs pays, dont la France. Et donc, en fait, les banques françaises sont chargées de regarder les critères d'américanité de leurs clients et de leur envoyer. Ils doivent payer la différence s'il y en a. Donc, moi, j'en ai pas par rapport à la France. Mais si je payais moins d'impôts en France qu'aux États-Unis, je devrais payer la différence. Et que si je le fais pas, je perds mes droits à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'au moment de refaire mon passeport, je dois payer tous les arriérés. Donc, si les États-Unis le font, je pense qu'on peut le faire et que c'est juste tout à fait possible. Il faudra peut-être s'inspirer d'un fonctionnement social des États-Unis qui m'avait échappé. Celui-là. Oui, j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. En tout cas, le Sénat, qui est favorable dans sa majorité au texte, va l'adopter. Il n'y a pas gros suspense, même si les discussions sont encore en cours. Le texte va revenir à l'Assemblée nationale. Non, il y a la commission mixte paritaire après qui aussi va rentrer dans la tête des Français vu comment on en parle, mais c'est très très bien, ça permet de faire comprendre comment fonctionne un texte de loi. Donc va y avoir la discussion avec les 14 parlementaires. 7 et 7. Mais il y a de grandes chances que ce texte, au final, soit adopté par l'Assemblée nationale à la fin du mois de mars. Vous êtes assez réaliste quand même sur les équilibres politiques sur cette réforme. Mais après, un texte peut être adopté et pas promulgué, le CPE. Oui, mais... le contrat à première embauche, le texte avait été adopté à l'Assemblée nationale et c'est à ce moment-là où, en plus, les mobilisations, il y a eu de plus en plus de mobilisations et le début des blocages des facs. Et au final, en fait, à l'époque, le président de la République, qui s'appelait Jacques Chirac, a dit... Il a retiré. Non, il n'a pas promulgué. Il n'a pas promulgué. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est pas parce que le texte, en fait, il est adopté, c'est la petite musique que veut nous faire entendre le gouvernement, que ça veut dire que la bataille, elle est perdue. Non, il faut continuer, que le retrait, on peut très bien l'avoir, même si la loi est votée. Bon,
tout cas, si jamais il n'était pas voté, il reste le 49.3 pour que le gouvernement puisse faire passer ce texte. Hein. Pas cacher que ce serait la solution ultime. 49.3, ça veut dire qu'on peut éventuellement rebattre les cartes avec une motion de censure. Est-ce que vous aimeriez voir le gouvernement tomber à cause de cette réforme des retraites ? Alors, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que le texte ne passe pas. Après, tous les moyens sont bons. On verra s'ils utilisent le 49.3, parce que je rappelle que le 49.3, c'est une fois par session, et qu'ils en ont quand même pas mal de textes où ça va être compliqué. Hein. Donc, à voir. Moi, je ne suis pas dans la tête du gouvernement et je ne souhaite vraiment pas y être. Donc, pour le coup, on verra bien. C'est sûr que la menace plane, mais en attendant, en fait, il faut continuer la mobilisation et continuer à construire ce rapport de force tous ensemble, tous unitaires, où quand même on montre aussi un bel exemple aux gens qui n'avaient plus d'espoir et qui disent là, tous les syndicats sont unis, l'ensemble de la gauche est contre le texte et qu'on mène la bataille ensemble. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Il faut qu'on garde ce cap-là. Alors, l'ensemble de la gauche est effectivement uni contre ce texte, mais et les syndicats. Et les syndicats, mais pas forcément sur les modes d'action et la forme. Hein. On parlait du Parti communiste tout à l'heure. Fabien Roussel a accusé Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis d'avoir pourri le débat à l'Assemblée nationale. C'est un peu la fin de l'entente cordiale pour la NUPES, cette réforme des retraites ? Non. Après, est-ce qu'on a toujours la même tactique et la même façon d'y arriver ? Bon, voilà, c'est des choses. Après, sur les votes. Après, alors, je connais pas tous les détails des votes des différents groupes parlementaires, mais on vote pratiquement tout le temps ensemble. On est contre la réforme des retraites, on était contre le budget, on était contre au niveau de la fausse loi du pouvoir d'achat au niveau du gouvernement, donc y compris aussi avec le groupe Europe Écologie Les Verts et le groupe aussi PS à l'Assemblée nationale. Donc en fait, non, on avance tout ensemble et on le voit bien aussi dans les différents meetings qui a eu lieu, hein, dont celui de Grenoble, qu'on fait des meetings, on est tous unitaires et tous ensemble. Donc en fait, il n'y a pas de... Non, on avance tous ensemble. Et on a connu dans d'autres temps et pour d'autres partis des unions de façade aussi, on est tous ensemble sur la tribune et puis derrière on se tire un peu dans les pattes. Mais là sur les idées, on est tous contre la réforme des retraites. Aux prochaines européennes, les écologistes ont déjà dit qu'ils feraient leur liste, les communistes ont aussi annoncé qu'ils feraient leur liste. Donc voilà, c'est pour ça que je pointais du doigt le fait que cette NUPES qui a fonctionné pour les législatives semble vouée à l'échec pour les prochains scrutins. Après, oui. Après, les européennes, c'est aussi très parti. Enfin, c'est une autre élection. Le scrutin n'est pas le même aussi. Hein, c'est un scrutin proportionnel. Les législatives, c'est un scrutin majoritaire. Un tour, là, il faut faire 5% pour avoir des élus. Donc, ce n'est pas la même chose. Et puis aussi, c'est vrai que sur l'Europe, nous avons des divergences avec les différents partis, mais en fait, on s'en est jamais caché, y compris pendant les législatives. Et puis, il y a encore, je veux dire, c'est qu'on n'y est pas tout de suite aux européennes. Il y a encore du temps. C'est l'année prochaine. Oui, ça arrive vite, mais là, en politique, ça arrive vite, mais des fois aussi, il y a des choses qui peuvent aller très, très vite et se bousculer. Par exemple, qui aurait cru à ce moment-là, on est au mois de mars l'année dernière, qu'au mois de juin, on allait faire tout ça en accord ensemble sur les 577 circonscriptions. C'était pas gagné. Donc, on a... Moi, je suis pas voyante, donc on verra au moment donné. Alors la semaine dernière, Émilie Marche recevait à votre place Frédérique Puissard, donc sénatrice de l'Isère, qui fait partie des Républicains, la majorité sénatoriale qui va voter ce texte de réforme des retraites. Je vais demander, comme je fais pour tous les invités, de vous poser une question, et c'est justement sur ces alliances parfois contre nature qu'elle a souhaité vous interroger. Eh bien, je salue Émilie Marche, que j'ai déjà eu l'occasion de croiser sur différents plateaux. J'ai lu avec attention son dernier article qui s'appelle « Plein cadre », qui est fait par une de vos collègues, Ève Moulinier, sur le Dauphiné libéré. J'ai noté dans cet article « Plein cadre » la position et le sentiment qu'elle avait sur François Hollande, président de la République, considérant qu'il n'avait, au cours de son mandat, pas eu une trace d'un enjeu social tout au long des 5 années où il a été président de la République. Donc moi, j'ai simplement une question à poser à Émilie Marche. Quand je
vois que la France insoumise s'allie avec des socialistes très proches de François Hollande, soit au moment des élections départementales avec ce qu'on a appelé le printemps isérois, soit au moment des législatives avec ce qu'on a appelé la NUPES, je lui demande si les Français ne vont pas considérer que ces alliances sont des alliances essentiellement tactiques et qui reposent peu sur les idées politiques. Alors, Émilie Marche, est-ce que vous répondez à Frédérique Puissat? Oui, bien sûr, je vais lui répondre, mais voilà, quand j'ai entendu la question, je vais lui envoyer le programme de la NUPES, parce que, voilà, elle fait un travail au Sénat, donc on n'a pas le temps de tout faire, mais en fait, juste dans le programme de la NUPES, il y a clairement dit qu'on rompt avec les années Hollande. On abroge la loi El Khomri, on abroge le CICE, donc on revient, on est pour un pôle public ferroviaire, on est pour un pôle public de l'énergie. Donc, en fait, moi, sur ces idées-là, je suis en accord. Et puis, voilà, le Parti socialiste a traversé pendant les années Hollande quelque chose qu'on a combattu. Là, ils y reviennent. Et faut pas oublier aussi qu'à la création du Parti socialiste, il y a François Mitterrand qui avait dit que celui qui n'est pas en rupture avec l'ordre établi, avec le capitalisme, l'ordre établi de la société avec le capitalisme ne peut pas être membre du Parti socialiste. Donc si c'est ce Parti socialiste-là, il y a aucun souci à s'allier avec eux. Et en fait, l'important, c'est ce qu'il y a dans le programme. Voilà. C'est ce qu'il y a dans le programme et les idées. Et sur le programme de la NUPES au niveau parlementaire, ce n'est pas contre nature avec tout le programme qu'il y a eu au moment de l'élection présidentielle. Elle faisait allusion aussi au printemps isérois qui avait été précurseur un an avant la NUPES, de réunir les forces de gauche ici en Isère pour les élections départementales. Et donc le Parti socialiste fait partie de cet accord. Mais dans ce printemps isérois, on retrouve André Valigny, qui était un ministre de François Hollande. On ne peut pas dire que là, il soit coupé de ces années-là. Pourtant, il siège au sein du printemps isérois. Mais après, pareil, au niveau du printemps isérois, il y a une charte et un programme. Donc c'est plus lui qui s'est, entre guillemets, qui a changé sa donc voilà, sa mais vision. après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Du coup, et puis aussi, pour revenir sur la période Hollande, on voit bien que François Hollande, la NUPES, voilà, il n'aime pas ça. Enfin, il le fait, moi, dès que je l'entends, il ne fait que la critiquer. Donc, en fait, voilà, il n'est pas en accord avec ça. Donc, pour lui, il ne change pas d'avis. Vous pensez qu'André Valigny ne critique pas la NUPES au fond de lui? Après, il fait ce qu'il veut au fond de lui. Moi, je ne suis pas dans cette intimité-là avec André Valigny. Qui est conseiller départemental et sénateur. Donc, effectivement, vous ne le croisez pas à la région. Il y aura une liste commune. Je ne sais pas si vous, en tant que co-responsable de la France Insoumise ici en Isère, vous intervenez dans les nominations sur les listes électorales, mais il y a les sénatoriales au mois de septembre. Il y aura une liste commune, PC, France Insoumise, PS, pourquoi pas? Alors, pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, ça discute. Bon, voilà, faut attendre. Bon, en tout cas, pendant que Frédérique Puissat et les sénateurs planchent sur la réforme des retraites, d'autres débats ont eu lieu cette semaine à l'Assemblée nationale, et notamment un débat qui s'inscrit dans la semaine marquée par la journée des droits de la femme. L'Assemblée nationale a rejeté une proposition de loi qui entendait imposer une peine d'inéligibilité aux auteurs de violences, notamment aux violences conjugales ou intrafamiliales. Vos élus, votre groupe a voté contre ce projet de loi. Ça peut paraître surprenant quand on défend dans son programme et sur le papier le droit des femmes. Alors, le groupe France Insoumise a voté contre, comme l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale, y compris les groupes qui s'inscrivent dans la majorité relative de l'Assemblée nationale, parce que, en fait, juste, c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, et ça ne répond pas aux enjeux. Et aussi, et nous n'avons pas été les seuls, il y a y compris le groupe Horizon qui l'ont dit, et le groupe du Modem, que ça faisait quand même beaucoup d'opportunisme d'Aurore Berger, et que c'était pas assez travaillé, qu'il faut revoir. Parce que sur les violences faites, déjà, il y a du coup, je me suis renseignée, déjà, il y a la loi. Hein. Le juge peut, au niveau du député, mettre une peine d'inéligibilité. Donc, en fait, déjà, c'est là, ce serait de le systématiser. Non, mais je sais, ce serait que ce soit automatique, sans qu'il y ait besoin qu'un juge se tranche. Non, mais tout à fait. Mais déjà, bon, le juge peut.
et que en fait il faut vraiment sur les violences faites aux femmes, enfin prendre de la hauteur et voir aussi tout ce qui a besoin. Nous, ça fait des années, plusieurs mandatures, y compris avec le groupe socialiste et le groupe communiste, et maintenant avec le groupe écologiste, parce que sous l'ancienne mandature il n'y en avait pas, où on se bat pour qu'il y ait 1 milliard. Maintenant il faut 2 milliards pour lutter contre les violences faites aux femmes. À chaque fois, le groupe En Marche refuse, enfin, ou Renaissance refuse. Quand on voit aussi, alors ils adorent parler de sécurité et plus de moyens pour la police. Alors par contre, quand on parle de former les policiers, ce qui est une demande des policiers et des gendarmes, pour recueillir les témoignages. Non, et puis pour recevoir aussi, pour recevoir dans des conditions une femme qui porte plainte, parce qu'une femme qui porte plainte pour violence, pour violence conjugale ou pour viol, on rentre dans son intimité, puis c'est extrêmement violent. Dans l'école de police, on ne forme pas à ça. Et qu'il y ait un temps de formation et qu'on forme aussi dans la formation professionnelle, on met pas les moyens alors qu'il y a besoin. C'est pas inné de recevoir une plainte et de recevoir aussi et d'être vraiment à l'écoute et intentionné face à quelqu'un qui est en état de choc. Donc on attend les moyens qui y sont pas. Donc voilà, et puis elle pourrait aussi balayer devant sa porte, parce que sous l'ancienne mandature, il y avait quand même un député, alors j'ai oublié son nom, d'ailleurs, qui n'a pas été investi au dernier moment suite à une pression médiatique, qui avait quand même un bracelet électronique pour violence conjugale. Donc bon, il y avait aussi un peu de tactique politique, si je décrypte un peu ce que vous dites, de proposer ce texte à ce moment-là. Ça en reste pas moins un sujet important qui a mis le mouvement un peu en porte-à-faux ces derniers mois avec l'affaire Quatennens. Vous n'étiez pas d'accord au sein de la France Insoumise sur la façon dont il fallait gérer ce cas. Il va revenir, Adrien Quatennens, il est déjà revenu à l'Assemblée nationale, mais il va revenir dans le groupe dans quelques semaines. Ça vous pose problème, vous, en tant Alors, il doit y avoir une discussion au niveau du groupe politique au mois d'avril, au bout de ces 4 mois de suspension. Donc, il doit y avoir une discussion et un débat au niveau du groupe parlementaire. C'est pas gagné qu'ils reviennent, c'est ce que vous me dites ? Après, il doit y avoir une discussion et une décision au niveau du groupe parlementaire. Donc, il faut attendre que le groupe parlementaire décide et discute. Moi, je ne suis pas dans la tête des 75 députés de la France Insoumise. Si vous aviez à donner votre avis, vous seriez sur quelle tendance ? On pardonne ou on fait un exemple et il ne peut plus siéger pour la France Insoumise ? En fait, il y a la condamnation, mais il y a aussi ses propos. Voilà, et ces propos qu'il a tenus donc dans une interview de La Voix du Nord et sur BFM TV. Et là, il n'a pas été contraint par qui que ce soit à s'exprimer. Il a pu, parce que, voilà, il faut qu'on se dise aussi les choses. Il a pu choisir le journaliste qui voulait les questions, parce que sur une chose comme ça, n'importe quel journaliste voulait à avoir le scoop. Faire. Je suis d'accord. Après quelques concessions pour avoir le scoop. On va pas. Non, mais il faut qu'on. Ouais. Et puis voilà, il faut dire les choses. Et en fait, ces propos, comme l'ont dit plusieurs collègues de la France Insoumise députés, montrent qu'en fait, il a pas compris. Donc en fait, faut le réinterroger, sur ses propos. C'est ça aussi qui a beaucoup heurté de personnes au niveau du mouvement. Ce sont ces déclarations le lendemain. Il banalisait un petit peu son geste. On sentait qu'il n'avait pas pris l'ampleur de ce que représentait la violence conjugale pour l'autre parti. Il a pas pris conscience de ce qui était arrivé, oui. Pour finir sur cette inéligibilité à vie demandée par l'Assemblée nationale, aujourd'hui on ne peut pas devenir chauffeur de taxi ou ambulancier si on n'a pas un casier judiciaire vierge, mais on peut devenir président de la République. Ça peut être difficile à comprendre. Est-ce que vous seriez pour avoir une exemplarité jusqu'en haut de la direction de la France ? Alors après, c'est un avis purement personnel. Moi, je suis pour que ça soit comme pour la fonction publique. Après, c'est le cas. Il faut un casier vierge pour pouvoir devenir fonctionnaire. Oui. Enfin, mention 2, si on a sur une petite infraction. Les choses peuvent ne pas être inscrites, mais à partir du moment où c'est inscrit, on ne peut pas devenir fonctionnaire.
Donc ça réglerait le cas de Jean-Luc Mélenchon pour son potentielle quatrième candidature, puisque lui, il a un casier judiciaire avec certaines mentions, notamment suite à la perquisition de la France insoumise il y a quelques années. Après les retraites, Emmanuel Macron va s'attaquer à un autre gros morceau, la réforme des institutions. Alors, la France insoumise milite pour une 6e République, pour bouleverser un petit peu ces institutions. Donc, j'imagine que vous voyez ça d'un bon œil, cette volonté d'Emmanuel Macron de bouger les lignes. L'objectif, c'est de rapprocher les Français de la politique, et il y a un peu de boulot, j'ai envie de dire. Oui, alors il y a du boulot, mais bon, déjà, venant d'Emmanuel Macron, il y a un passif. Il a fait une convention citoyenne où il a rejeté les 3/4 des propositions qui ne lui convenaient pas. Après, oui, il y a besoin de changer les institutions. Nous, on milite pour passer à la 6e République, parce que la 5e, elle ne fonctionne pas, elle a fait son temps. Qu'on va de révision constitutionnelle en révision constitutionnelle et qu'on voit que de toute façon, ça n'avance pas, qu'on est devant, on le voit bien, une monarchie présidentielle. Donc pour nous, en fait, c'est pas juste changer 2-3 articles ou mettre 2-3 trucs en disant on est moderne et on met sa patte, ce qu'on fait beaucoup de présidents de la République en disant tenez, je vais changer ça. Non, il faut vraiment, et il faut prendre le temps. À un moment donné, des fois, il faut savoir, en politique, on veut toujours aller vite et voir, mais il faut prendre le temps. Donc nous, c'est pour ça qu'on est pour une 6e République, de prendre le temps avec une constituante, de discuter voilà, avec le peuple, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un régime présidentiel? Est-ce qu'on veut un régime parlementaire? Est-ce qu'on veut une chambre? Est-ce qu'on veut deux chambres? Et qu'on réfléchisse comment on fixe les règles communes. Par contre, oui, il y a certaines choses où on veut que ça soit marqué dans le marbre, dans la Constitution. Il y a parmi les pistes évoquées la suppression du poste de Premier ministre pour avoir un régime parlementaire. Ça, c'est aussi quelque chose vers lequel vous voulez aller à la France insoumise. Oui, alors non, on est plus pour que le président de la République ait pratiquement aucun dans un régime parlementaire. En fait, c'est le Premier ministre et c'est le président de la République a un peu d'importance. Et d'ailleurs, par exemple, si on prend l'Allemagne, on connaît le nom du chancelier allemand et on connaît moins le nom du président allemand. Non, mais tout ça est pour le moment est gadget. On attend de voir le texte. Pour le moment, il a que consulté les anciens présidents de la République. On attend de voir, mais apparemment, il y a aussi les bruits qui courent sur quelque chose qui serait quand même extrêmement, pour moi, grave et en retour, c'est de revenir sur certains cumuls des mandats. Voilà, ce serait un accord entre les macronistes et la droite pour avoir pour autoriser le cumul des mandats, clairement. Oui. Qui est supprimé depuis quelques années. Enfin, on peut cumuler, mais on ne peut pas cumuler des fonctions d'exécutive et de parlementaire. Et d'ailleurs, il y a une charte chez vous qui dit que quiconque sera élu sous la bannière de la France insoumise s'engage à renoncer à son mandat local. Donc, quand on devient député, on ne peut plus être conseiller régional, par exemple. C'est le cas d'Elisa Martin, qui a démissionné notamment de son poste de première adjointe au maire de Grenoble quand elle a été élue. Alors, c'est le cas général, mais il y a des exceptions. J'ai trouvé 2 élus, et pas des moindres, Sophia Chikirou et Paul Vanier, qui sont élus à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil régional d'Île-de-France. Alors, ils ont le droit, puisque ce n'est pas un poste exécutif, mais ça contredit la charte que j'imagine ils ont signé de la France insoumise. Oui. Après, voilà, il y a le fait pourquoi Paul Vanier et Sophia Chikirou restent au Conseil régional d'Île-de-France, c'est qu'en fait, alors c'est très technique, s'ils démissionnent, le groupe Île-de-France, les élus en Île-de-France n'ont plus de groupe. Et en fait, plus avoir de groupe dans une institution, c'est plus avoir de moyens. Donc en fait, donc voilà. on est tiraillé entre son engagement et puis tactique politique, j'ai envie de dire. Non, pas la tactique politique, mais aussi de pouvoir de pas laisser tomber les camarades, les collègues politiques qui mènent une bataille en Île-de-France contre la politique de Valérie Pécresse et avoir les moyens, parce que en politique on parle beaucoup des moyens des parlementaires, mais les moyens des élus locaux sont vraiment pas les mêmes. Donc voilà, nous on est un groupe avec les communistes de 6 à la région, on a un collaborateur et un collaborateur à mi-temps pour 6 personnes. C'est pas énorme. Et sans groupe, vous l'auriez pas. Et sans groupe, on n'aurait pas, et on n'aurait pas tant de parole. Et là, pour le coup, s'ils démissionnent tous les deux, c'est d'autres élus de la liste qui vont monter. Mais voilà, comme vu que c'est une liste fusionnée de la NUPES, j'imagine que c'est des socialistes ou des écologistes qui iront dans leur groupe. Et bon. Donc c'est l'exception, on va dire, qui confirme la règle. Vous parliez de la région. Emmanuel Macron a pointé justement dans cette réforme des institutions quelques régions qui sont trop grandes à ses yeux, qui pourraient être
défusionner, dont l'Auvergne-Rhône-Alpes. On rappelle que c'est grand comme la Suisse, Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 8 millions d'habitants. Ce serait une bonne idée pour vous? Elle est trop grande, cette région, vous qui siégez depuis 8 ans maintenant? Oui, alors c'est la Suisse, où moi j'aime bien dire c'est 2 fois la Belgique avec les montagnes et les volcans en plus, comme ça il y a déjà les montagnes en Suisse. On met du relief, on met du relief. Non, mais j'avais trouvé ça. Après, c'est comme la Suisse, ça fonctionne aussi. En fait, c'est d'où est venu, parce que c'est aussi intéressant de savoir d'où vient cette idée. C'est suite à une discussion avec François Hollande en disant la fusion des régions, c'était peut-être une bêtise. C'est lui qui l'avait faite pourtant. Oui, c'est lui qui l'a. Mais comme quoi, si ça prend plus de temps, il va se rendre compte qu'il a peut-être fait encore plus de bêtises que ça. Mais nous, on n'était pas favorable à la fusion des régions. Maintenant, elles y sont. Il faut juste se rendre compte que ça a mis 2 ans à tout fusionner. Combien de temps? Alors, au mieux, et ça prend du temps. Pendant ce temps-là, on fait de l'interne. Donc ça veut dire que si on rediffusionne tout, le temps que ça va prendre, et pendant ce temps-là, les politiques régionales, est-ce qu'on fait ou pas? Ça veut dire qu'il y a des agents qui travaillent à Lyon, maintenant ils vont devoir repartir à Clermont, rediviser tout. Voilà, puis pourquoi juste Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est? Pourquoi pas toutes les régions qui ont fusionné? Enfin, je pense que c'est beaucoup pour faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose, pour cacher d'autres choses et d'autres trucs cachés dans la réforme constitutionnelle. Puis du coup, ça fait parler, quoi. Mais je pense que ça ira pas jusqu'au bout, parce que pour le coup, pour une réforme constitutionnelle, il faut les 3/5 du Parlement, et donc ils sont obligés d'avoir l'accord de la droite. Et honnêtement, ça serait bien de poser la question, d'aller poser la question au niveau de la droite régionale, s'ils sont d'accord pour que Auvergne et Rhône-Alpes soient défusionnés. J'aimerais bien avoir leur avis sur ça. J'en connais un qui n'est pas d'accord, c'est Laurent Wauquiez, le président. Je pense que c'est pas le seul de cette région, la région qui a dévoilé d'ailleurs il y a quelques jours le contrat plan État-région pour les métropoles d'Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment Grenoble. 140 millions d'euros vont être investis dans l'agglomération grenobloise. C'est une belle enveloppe? Non. Non. D'ailleurs, il y a l'avis du Conseil économique, social, environnemental, régional qui met du point du doigt que les 2 métropoles qui ont moins et que d'où en fait les métropoles mettent plus d'argent dans le contrat pour pallier, c'est Grenoble et Clermont-Ferrand, et qu'en plus Grenoble, la grosse part au niveau des investissements, c'est l'Alpexpo qui appartient à la région. Donc en fait, il s'autofinance dans son projet. Non, et puis ça a été fastidieux, parce qu'on a voté d'abord des territoires hors métropole, et après des métropoles. Il y a une gronde des présidents de la métropole qui se sont réunis pour dire ça ne va pas, comment ça se passe et comment on est traité. Donc non, la métropole de Grenoble est une grande perdante et a des projets du coup qui ne seront pas financés. Alors la région, en tout cas, est un partenaire important pour certains projets qui concernent l'agglomération grenobloise, et notamment le ferroviaire, puisque ça fait partie des compétences de la région. On entend parler depuis quelques mois du projet de RER métropolitain qui devrait permettre de cadencer les trains sur l'Y grenoblois et faciliter les transports par ce biais-là. Laurent Wauquiez va soutenir ce projet. Pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. Alors, sur le ferroviaire, déjà, sur les contrats plan État-région, on a voté les projets territoriaux et pas les projets mobilité. Et c'est une grande première. Ce sera un deuxième phase. Oui, mais c'est une grande première dans l'histoire des contrats plan État-région, parce que, juste pour expliquer aux téléspectateurs, parce qu'on parle CPEA, c'est des contrats qui sont contractualisés entre l'État, la région, qui est le chef pilote, et les collectivités. Et normalement, dedans, il y a le volet ferroviaire. Sauf que là, pour la première fois, le gouvernement a dit non, qu'il y a une fronde de l'ensemble des présidents de région et des conseillers régionaux. Pourtant, on n'est pas souvent tous d'accord. Voilà, en disant que c'est inacceptable, parce qu'on s'est pris 2 ans dans la vue sur l'investissement ferroviaire. Au niveau des RER métropolitains, la région gère les transports, et d'ailleurs aussi les lycées. C'est les 2 grandes compétences que généralement, quand on pose la question aux citoyens qui connaissent. Au niveau du transport ferroviaire, la région s'occupe, c'est dans la loi, des trains qui roulent et du matériel ferroviaire. Les infrastructures sont une compétence de l'État. Je prends le temps
pour bien le rappeler. Et donc, en fait, sur les RER métropolitains, donc on a eu l'annonce d'Emmanuel Macron, mais bon, en fait, ça fait juste 5, 6, 8, 10 ans qu'on en parle de ce projet et qu'on attend une réponse de l'État. Et qu'en fait, il en a annoncé 10. Oui, sauf que nous, dans la région, on en a 6 en projet. Et qu'en fait, dans la loi LOM, qui est la loi faite par les macronistes quand Elisabeth Borne était ministre des Transports, la loi d'orientation des mobilités, c'est que toute métropole ou grandes agglomérations qui ont des problèmes de pollution peuvent prétendre à un RER métropolitain. Donc ça fait, on a 22 métropoles en France, on a une vingtaine de grandes agglomérations, donc ça en fait 40. Donc 40 sur 10, c'est pas beaucoup. Et surtout que pour le moment, on ne sait pas à l'État combien ils vont mettre. Et s'ils vont tout mettre. Elle a lancé 100 milliards d'euros, Elisabeth Borne, d'ici 2040 sur le ferroviaire. Non, elle n'a pas dit 100 milliards. Elle a dit il faut mettre 100 milliards. Elle n'a pas dit l'État va mettre. Ah non, non, non. J'avais pas relevé cette nuance. Ah non, mais les mots. Ah non, mais, non, mais parce que tout le monde. Non, mais vous n'êtes pas le seul. Hein, tout le monde. J'avais relevé le chiffre, mais pas la façon dont il a été apporté. Si. Moi, je fais très attention. Elle dit il faut mettre 100 milliards. Et dans le il faut. Il y a les collectivités. Le problème, c'est que les collectivités, elles veulent bien, mais elles n'ont pas les moyens. En fait, juste le projet RER métropolitain, c'est 1 milliard, à peu près. Hein. Bon, on peut se douter avec l'inflation, ça va être un peu plus cher. Oui, ni la ville de Grenoble, ni la métropole peuvent financer ça toute seule. Ah bah, la région, elle peut, sur 1 milliard, elle peut compléter. Mais à côté, on a le projet RER métropolitain lyonnais qui vaut 10 milliards. Le budget de la région, c'est 4 milliards, donc voilà. Là, ils ont dit 2 tiers sur le projet métropolitain. Enfin, je vous laisse voir. Et en plus, il y a aussi les enjeux sur les lignes du quotidien. Hein. On a la Grenoble Gap, par exemple, aussi, où il faut rénover les infrastructures. On a aussi un département avec un objectif au niveau de la région qu'ils aient le train, parce que juste en Ardèche, ils n'ont pas le train depuis 1973 et qu'il y a une possibilité pour réouvrir cette ligne. Et on espère qu'il y aura du Teil jusqu'à Condrieu, donc pouvant aller jusqu'à Lyon. Donc en fait, oui, il y a besoin de beaucoup. Puis il y a une partie aussi entre Lyon et entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne où il n'y a plus de train. Donc en fait, les besoins sont énormes. Donc oui, les 100 milliards de l'État, on en a besoin et pas sur 10 ans, sur 5 ans. Comme le propose le Conseil d'orientation, parce qu'aussi sur les années, il y a divergence. Oui, alors, c'est des projets qui vont mettre de toute façon un peu de temps à. Oui, mais il y a besoin du financement. Et il y a besoin que l'État, en fait, juste, c'est leur compétence et qu'en fait, juste, ils peuvent pas en même temps donner moins d'argent aux collectivités, supprimer, pas les aider, leur demander en plus de financer plus de projets qui sont pas dans leurs compétences. En fait, ça suffit cette asphyxie au niveau des collectivités. Et après de dire mais regardez, nous on veut, c'est pas eux, c'est facile. Alors, puisqu'on parle de déplacement, il y a dans quelques mois, là pour le coup, la mise en place dans l'agglomération grenobloise de la ZFE, zone à faible émission. Ça devrait être normalement opérationnel dès le 1er juillet 2023. Les véhicules les plus polluants n'auront plus le droit de circuler en ville. Une contrainte qui inquiète notamment ceux qui n'auront pas les moyens de changer leur voiture pour un véhicule propre, entre guillemets. Vous êtes comment par rapport à ce dossier qui est assez sensible? Alors nous, en fait, on est très clair. Hein, c'est dans le livret transport auquel je suis co-animatrice. On est contre les ZFE dans l'état actuel des choses. Dans leur conception actuelle des choses. Il y a eu plusieurs aussi positions. On a eu un communiqué de presse entre les députés, les filles et le groupe Livret Transport. Donc sur ça, en fait, non, parce que c'est juste mal fait. En fait, on peut pas, en plus sur la métropole de Grenoble où l'offre de transport diminue depuis le Covid, interdire encore plus. Si la plupart des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler, c'est pas par pur plaisir. Enfin, honnêtement, il faut arrêter de penser qu'on est par pur plaisir dans les bouchons tous les jours pour aller au travail. Voilà, c'est un calvaire. D'être dans les bouchons. S'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Si on prend par exemple dans les grands employeurs de la métropole, la plateforme chimique de Pont-de-Claix, ou même ce qui est en dehors de la métropole, mais bon, il y en a beaucoup qui habitent dans la métropole, au niveau de ST Microélectronique, ceux qui commencent à travailler à 5h du matin, ils n'ont pas trop de transport, même à la plateforme chimique Pont-de-Claix, même dans la journée, ils vont faire comment ? Et puis on ne va pas dire qu'à 5h du matin, il suffit de prendre le vélo alors qu'il n'y a même pas encore de piste cyclable sécurisée. Non, donc en fait, juste, faut proposer des offres alternatives. Donc déjà, on a des projets d'extension de tram, on n'entend pas parler. Que propose le SMAG par rapport à ça? Est-ce qu'ils proposent revoir aussi leur offre de transport qu'on diminué? Quelles politiques sont faites pour développer aussi du covoiturage? Parce qu'au niveau, juste au niveau de la pollution, il y a le moteur,
Mais il y a aussi les particules fines par les plaquettes de freinage. Donc, si on remplace tout par des critères 1 et qu'on a le même nombre de voitures, on aura toujours les problèmes de freinage. Alors que voilà, on est à peu près 1,2 personnes. Alors, ça ne se dit pas, mais bon, entre 1 et 2, plus proche de 1, dans leur voiture. Si on développe le covoiturage et qu'on met 2 ou 3 personnes, ça fait 2 ou 3 véhicules de moins et autant de pollution. Et qu'en fait, ce qui m'énerve dans le débat sur la ZFE, c'est de culpabiliser les gens en disant regardez, vous prenez votre voiture, vous êtes pollueur. Non. La plupart du temps, quand on prend sa voiture pour aller au travail, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix et on n'a pas de transport. Donc, en fait, proposons des offres de transport plutôt que de dépenser des millions dans des vidéos verbalisations. Enfin, je ne sais pas combien ça va coûter, mais ça va coûter quand même pas mal d'argent public dans des vidéos verbalisations pour flasher les gens. Et développons les transports en commun. Parce que si on a une solution, les gens, ils les prendront, les transports en commun. Alors, sur l'application de la ZFE au 1er juillet, vous n'êtes pas en phase donc, avec Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui veut coûte que coûte qu'au 1er janvier, l'interdiction s'enclenche pour les critères 5 notamment. Et puis après, tous les 6 mois, un critère supplémentaire. Non, je suis pas en avance. Et puis en plus aussi, il faut quand on dit oui, mais on va accompagner les familles ou les métiers. Honnêtement, il y a des métiers, les gens ils pourront pas. On prend une aide à domicile qui est obligée de prendre sa voiture pour faire et qui est un métier essentiel. On l'a vu pendant la crise du Covid. Elle gagne en moyenne 900 € par mois. Vous faites comment avec 900 € par mois pour vous acheter une nouvelle voiture? Et puis moi, j'ai un problème au niveau de la notation des critères. Une voiture essence qui a 10 ans, elle est critère 2. Un gros SUV tout neuf électrique qui est quand même beaucoup plus polluant, il est critère 1. Donc aussi, il y a une façon antisociale et anti-écolo pour le coup dans la notation des critères. Donc en fait, non. Mais le coup est comment on fait une offre de transport pour en fait, et puis même pour les gens où ils sont obligés de prendre la voiture, mais pas pour aller jusqu'à la métropole de Grenoble, il y a aussi des solutions au niveau des parkings relais qui sont à redévelopper et revoir leur grille tarifaire. Moi, je me souviens quand j'étais adolescente, alors au début c'était en francs, après c'est passé en euros, mais en fait dans les parkings relais avec 10 francs, donc 1,50 €, allez, on peut passer à 2 €, mais à l'époque avec 10 francs, je ne sais pas si vous vous souvenez, on pouvait se garer à un parking relais et avoir jusqu'à 5 tickets de tram, le nombre de passagers en aller-retour. Eh ben, si on fait ça, les gens ils gareront. Voilà. Mais si en fait, entre prendre la voiture plus le ticket de tram avec la famille et se garer au centre-ville, c'est le même prix, on va aller jusqu'au centre-ville. Donc voilà aussi comment on peut inciter dans des politiques sans contraindre et sans faire culpabiliser. Bon, la métropole statuera sur cette application ou pas de la ZFE au 1er juillet, 7 avril normalement, sur le prochain conseil métropolitain. La semaine prochaine, on recevra quelqu'un qui, sur le papier, est plus favorable à la réforme des retraites. Ce ne sera pas que sur le papier d'ailleurs, je pense, puisqu'il fait partie du parti Renaissance. C'est Didier Rambaud, qui est sénateur de l'Isère, donc proche du gouvernement. Même exercice qu'avec Frédérique Puissat. Je vous laisse lui poser une question. Oui, bonjour monsieur le sénateur. Moi, j'ai une question à vous poser. Alors, sans vous étonner, elle sera sur les retraites. Voilà, on vous a beaucoup entendu dire, les différents parlementaires et les ministres macronistes, que en fait, si vous justifiez cette réforme des retraites en disant que il y a actuellement moins d'actifs qu'auparavant, par exemple dans les années 80. Alors, certes, mais en même temps, comme vous aimez bien le en même temps, mais par exemple, là, ce que vous oubliez de dire, c'est que dans les années 80, en fait, un travailleur produisait 25 000 € de richesse. Maintenant, il en produit 80 000. Donc, c'est un gain de productivité multiplié par 3,2. Où est passé ce gain de productivité, Comme je l'ai dit pendant l'émission, elle n'est pas passée dans les salaires ni dans les pensions, donc elle est passée dans le capital et dans le dividende, notamment des actionnaires. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce gain de productivité, revenir à une valeur capital-travail qui était dans les années 80? Il me semble que dans les années 80, voilà, les chefs d'entreprise vivaient bien. Ils n'étaient pas non plus étranglés par ce niveau de système de répartition des richesses. Donc pourquoi refuser d'entendre et d'entamer la réflexion et de prendre cette proposition pour financer notre régime de retraite et aussi, vu l'argent que ça fait, plus de politique sociale. Eh ben merci. Émilie Marche, Didier Rambaud vous répondra la semaine prochaine. Le QG politique est diffusé chaque vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h.